D'accord, que ce soit aujourd'hui ou demain, la vérité et le temps font toujours bon ménage. J'ai dit, ne mettez jamais à mal cette affaire-là. Je l'ai même dit un dimanche. Et le lundi, voilà, Expression libre numéro spécial ce matin. Nous recevons aujourd'hui le ministre du développement, de l'analyse économique et de la prospective, Monsieur Marcel Alain de Souza. Il est déjà en studio avec nous. Et d'ailleurs, on devait recevoir encore d'autres personnalités pour échanger, discuter des questions, des sujets qui fâchent aujourd'hui, notamment la révision de la Constitution, l'interdiction des marches, la situation de l'emploi au Bénin, beaucoup d'autres sujets. De toute façon, nous vous donnerons l'occasion aussi, vous auditeurs, vous amis de cette émission, La Caravane du Matin, de lui poser aussi des questions. Nous allons pouvoir décortiquer tous les sujets d'actualité au cours de cette émission, une émission d'une heure. Vous le savez, le débat matinal, généralement, c'est 45 minutes, voire 30 minutes à des moments donnés. Mais aujourd'hui, nous accordons quand même une heure à tous ceux qui aiment cette émission, à tous ceux qui souhaitent avoir plus de précisions sur certaines questions sur le plan national. Voilà. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, monsieur Agon. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons aborder toutes les questions d'actualité nationale aujourd'hui et je voudrais vous signaler simplement que nous aurons au téléphone tout à l'heure beaucoup d'autres responsables pour intervenir aussi dans cette émission et pourquoi pas des auditeurs pour intervenir aussi. Le ministre, l'ancien ministre, l'ancien ministre, j'oublie un peu le nom. C'est Lazare Serruito, voilà, allait participer aussi à ce débat pour échanger avec tous les auditeurs, ceux qui aiment cette émission. Monsieur le ministre, nous allons démarrer tout de suite en parlant d'abord de la révision de la Constitution de manière objective. Dites-nous, pourquoi la révision de la Constitution aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous expliquer que notre Constitution a aujourd'hui 23 ans et toute œuvre humaine est perfectible. Et donc, le président Dr Yahi Boni, après ces 23 ans, il faut noter que c'est une Constitution qui nous a permis de régler toutes les crises que nous avons traversées. Donc, cette Constitution a fait ses preuves. Maintenant, en faisant relire par un comité d'hommes venant de divers horizons, hommes et femmes, il voulait faire une relecture d'imperfection. Et il a été noté qu'il y a 3 points essentiels sur lesquels nous devons revoir notre Constitution, amender, si vous voulez, ou réviser notre Constitution pour vraiment la mettre sur la modernité et vers le progrès. Alors, la première raison, c'est d'abord la CENA. Nous parlons de la Commission électorale nationale autonome, ça a fait ses preuves, mais nulle part dans la Constitution ça ne figure. Nulle part. Et donc il y a une loi, c'est vrai, qui met avec ce que les députés viennent de faire, mais nulle part dans notre Constitution vous ne verrez parler de l'EPI ni de cela. Donc il faut constitutionnaliser. Première raison. Deuxième raison, ça concerne la Cour des comptes. Vous savez, la Cour des comptes, c'est à partir d'un code de transparence adopté au niveau de l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA, que chaque pays devait mettre cette Cour des comptes dans sa constitution. Or, si nous, on la crée et qu'elle n'est pas constitutionnalisée, elle n'aura pas la force juridique qu'il faut. Et le Bénin et le Mali sont les derniers pays, dans les 8 pays de l'UMOA, à ne pas créer la Cour des comptes. Nous avons aujourd'hui une Chambre des comptes, c'est vrai. Mais à la différence de la Cour des comptes, la Chambre des comptes n'a pas d'inspecteur. A des gestionnaires, c'est vrai, mais pas suffisamment étoffés. Et donc, on doit étoffer la Cour des comptes et permettre à ce que les inspecteurs aillent partout où il y a les finances publiques. Aller faire des rapports, aller voir les sociétés d'État, aller voir les offices, un peu partout, pour relever s'il y a des actes de mauvaise gestion, de malgouvernance des finances publiques. Donc, ça vient forcément renforcer la gestion des finances publiques et vers la modernité, comme on le dit. Troisième raison, c'est l'imprescriptibilité des crimes économiques. Oui. Vous savez, avec le PVI, ce que nous avons vécu, il est temps qu'on réfléchisse pour dire, lorsque vous commettez des crimes économiques qui remettent en cause la bonne gestion de nos entreprises, de nos finances publiques, il faudrait que, quelle que soit l'année, on puisse aller vous chercher, même après votre retraite, pour que vous posiez des questions. Donc, tout ceci doit renforcer la gestion des finances publiques et nous rassurer. Mais, comme vous le savez, au Bénin, il y a toujours des tractations. Et la révision est devenue une affaire hautement politique. Et donc, tout le monde sait très bien que les fondamentaux de notre conférence nationale ne sont pas touchés. Notamment l'article 42, qui dit que le mandat présidentiel au Bénin est de 5 ans renouvelable une seule fois.
Et on a ajouté une dernière phrase. Nul ne peut en aucun cas exercer plus de 2 mandats. Alors, si c'est le cas, mais comment le président Yahi Boni peut-il se permettre, si tel que les gens sont en train d'affabuler, peut-il se permettre de faire un 3e mandat? Mais comment ça peut se passer? Nulle part dans la nouvelle structure de la Constitution, vous ne verrez un article, quiconque m'entend peut me le citer, où on a mis que désormais, le président Yahi Boni fait un 3e mandat. Oui, c'est vrai, laissez-moi terminer. Oui, c'est vrai, quand on révise une Constitution en Afrique, c'est toujours pour permettre à celui qui est au pouvoir d'avoir un mandat supplémentaire. Or, ici, si le cas, c'était que le président Yahi Boni veut réviser, et que ça porte son nom, pour dire que bon, voilà, un jour, il y a eu un chef d'État qui a révisé sans chercher un 2e mandat, et qui a voulu lancer vers la modernité, et que la révision porte son nom. Pourquoi pas? Ce sera éloquent pour lui. Donc c'est ça l'objectif en réalité. Vous voulez que le chef de l'État puisse partir avec une action précise. Donc, une action précise qui portera longtemps son nom, pourquoi pas, sans qu'il ne cherche à prendre un mandat. C'est incroyable. Je sais que les opposants savent très bien que le président Yahi Boni veut partir. Mais leur sujet, il y a d'autres idées derrière. Et je ne voudrais pas... Lesquelles, par exemple, monsieur le ministre? Non, lesquelles, par exemple, se dire que le président Yahi Boni, le 16 avril à minuit, il doit partir. Maintenant, ils ne veulent certainement pas, ils veulent rendre le pays ingouvernable pour le peu de temps qui reste et démontrer que quiconque qu'il aura à soutenir ne pourra pas avoir accès. Or, il est bon dans notre pays que les actions et les réformes qui ont été engagées, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais il y a eu quand même quelques progrès, quelques améliorations. Alors, à ce niveau-là, ils veulent certainement arrêter le train en marche en se disant qu'il ne faut pas qu'il ait la maîtrise de la suite. C'est tout. Mais je pense que c'est l'idée. Maintenant, il peut y avoir d'autres faits machiavéliques pour lesquels je ne suis pas au courant. Vous savez, nous les politiciens, on a toujours des calculs, on a toujours des idées. Et ce qui est bizarre au Bénin, c'est qu'on ne se fait même pas confiance. Et on voit le mal partout. Oui, voilà. On ne se fait pas confiance, mais il doit y avoir quelque chose qui explique réellement cette réticence des uns et des autres par rapport à ce que vous dites. La crise de confiance vient d'où, comme je vous l'ai dit, et ils disent que s'il veut réviser la Constitution, c'est qu'il veut tout faire pour avoir un 3e mandat et revenir. Et or, les gens se disent que la conférence nationale a dit que c'est 2 mandats. On n'a pas touché l'article 42. Alors, donc, où se trouve le problème? Oui, mais beaucoup disent que c'est parce que le chef de l'État aussi a eu à promettre pas mal de choses, mais qu'il n'a pas pu réaliser. Exemple, il a promis aux femmes qu'il y aurait au gouvernement 50% devant Madame Clinton, mais malheureusement, ça n'a pas été fait jusque-là. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels le chef de l'État a eu à faire des promesses, mais qui n'a pas réalisé. Respecté. Et ça crée la crise de confiance. Vous savez, à l'impossible, il est tenu. S'agissant des femmes, c'est lui qui a été élu. Alors. C'est lui qui a été élu et il était à 30%. Et il voulait faire mieux. Vous voyez les circonstances dans lesquelles le gouvernement qui était en place a été, le mandat des différents ministres ont été suspendus. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire 50%, monsieur le ministre? Maintenant, est-ce que, conformément à sa vision, il peut atteindre les 50% immédiatement ou c'est vers la fin de son mandat qu'il pourrait le faire? Il a encore le temps de le faire. Donc on peut encore espérer. Ça, je pense que c'est lui qui a été élu et en principe, s'il a promis, il doit pouvoir prendre les dispositions pour y parvenir. Il n'est jamais trop tard. À tout moment, il peut modifier le gouvernement. Sur les différents points que vous avez abordés tout à l'heure, notamment la loi sur la corruption, la constitutionnalisation de la Commission électorale nationale autonome, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Beaucoup disent qu'au niveau de l'imprescriptibilité des crimes économiques, normalement, la loi sur la corruption a réglé cette affaire et que normalement, vous ne devez plus proposer ça pour une révision de constitution. La création, par exemple, de la Cour des comptes, beaucoup estiment que la Chambre des comptes tourne déjà normalement et que ce ne sont pas là les vrais problèmes du pays. Non, je crois que c'est pour semer la confusion et semer la délation qu'on avance ces arguments-là. Vous savez très bien, la Chambre des comptes, comme je vous l'ai dit, n'est pas aussi outillée que la Cour des comptes. En France, il existe une Cour des comptes et lorsque vous gérez 1 franc provenant des deniers publics, à tout moment, vous pouvez recevoir des inspecteurs qui auront adressé un rapport et voir est-ce qu'il y a des causes de malgouvernance. C'est ça l'objectif. Et lorsque vous savez qu'il y a le gendarme, l'inspecteur qui vient à tout moment, je crois que vous gérez mieux. Ensuite, l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité des crimes économiques, la loi ne prévoit pas cette imprescriptibilité. Ailleurs, c'est même des crimes qui vont jusqu'à 20 ans. Et lorsque on constitutionnalise, mais quand bien une loi prévoit, c'est que ça permet que ça ait plus de force, puisque notre loi fondamentale, c'est quand même la Constitution.
Alors, donc, quand on dit il y a des raisons ailleurs, je n'en vois pas. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'une fois dans la Constitution, ça sera respecté? Ah, mais vous savez, une fois que la Constitution prévoit dans un domaine donné, il nous revient aux dirigeants de bien vouloir mettre en application. Et c'est nous tous qui sommes concernés. Et on ne fait pas une constitution, modifier une constitution pour un régime donné, pour 1 an, pour 2 ans. Il revient à M. Yahi Boni, le docteur Yahi Boni, l'exécutif, le judiciaire, pour que tout ceci soit bien appliqué. Vous le savez très bien. Par exemple, si jamais un ministre commet des actes infamants qui concernent les finances publiques, normalement, il doit être poursuivi. Aujourd'hui, il ne peut que aller à la haute cour de justice. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui sont mis en application. Maintenant, la mise en œuvre. Moi, je suis confiant que cette mise en œuvre, c'est progressivement que ça va venir. Nous voulons tout et tout de suite et maintenant. Or, si on sait d'où on vient depuis 53 ans, mais je pense que normalement, on doit être un peu plus patient et voir à la mesure de nos moyens, à la mesure de ce que nous avons, pouvoir fixer des objectifs que nous devons essayer d'atteindre. Oui, mais pour certaines personnes, c'est que normalement, ce n'est pas la révision de la Constitution qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Et pourquoi ne pas parler d'abord de la LEPI et corriger réellement la LEPI avant de passer à la révision de la Constitution? Mais vous savez très bien que la correction de la LEPI ne relève pas du pouvoir exécutif. C'est le législatif qui prend les dispositions. Coste des pieds à pied d'œuvre, mais je reconnais que c'est le montant, l'ardoise est importante à payer. Et donc, il faut payer 13,5 milliards. Ensuite, si on doit y ajouter les cas d'identité, l'état civil, ça fait 18 milliards. Dans notre pays actuellement, je crois que mettre 18 milliards dans la révision de la LEPI, c'est important, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la haute priorité? Alors, donc, nous devons faire des choix compte tenu de nos maigres moyens que nous devons gérer. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, du point de vue ressources, nous n'avons que des ressources fiscales. Impôts, douanes, et puis les taxes sur GSM. Pas plus. Alors, les autres pays, quand on les voit, on dit ça va mieux, c'est parce qu'ils ont mis en œuvre leur programme mini. Et à partir de leur sous-sol, ils ont des ressources et peuvent se permettre certaines choses. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut présager déjà que le gouvernement aura donc des difficultés à financer la correction de la LEPI? Parce que vous parlez d'une ardoise importante. Il faut trouver l'argent quelque part. Oui, pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le budget 2013, la loi des finances a prévu 2 milliards pour pouvoir réviser la LEPI et 8 milliards pour organiser les élections. Maintenant, il va falloir engager la recherche de ressources auprès de nos partenaires techniques et financiers. Or, vous savez que tout ce qui concerne la démocratie, l'instauration de la démocratie, nous recevons des appuis, c'est vrai, mais il y va de notre souveraineté. Et donc, il va falloir revoir à la baisse, je crois que le Parlement s'y attelle, pour que nous puissions redimensionner la révision de cette LEPI par rapport à nos moyens. Revenons à la révision de la Constitution, Monsieur le ministre, le préambule même de cette Constitution, de cette nouvelle proposition que vous envoyez à l'Assemblée nationale, on constate que le préambule même de notre Constitution du 11 décembre a été touché. Est-ce que ce n'est pas déjà les germes d'une nouvelle République? Non, si vous voulez, relisez le préambule et dites-moi à quelle page et à quel article on a mis que le président actuel peut être candidat une 3e fois à un mandat. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Le préambule a été touché. Le préambule a été touché, mais dans le sens de dire que ce nettoyage, cet amendement de notre Constitution, c'est pour pouvoir engager notre pays vers la démocratie et vers la modernité. Allez créer une Cour des comptes, c'est aller vers la modernité. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un code de transparence pour la gestion des finances publiques qui a été unanimement adopté par les pays de l'UMOA. Vous savez, le seul fait de ne pas adopter la Cour des comptes, ça nous a fait perdre des appuis budgétaires importants de l'Allemagne, du Danemark, ainsi de suite, pour dire, mais vous avez pris des décisions, vous ne mettez pas en application, et nous avons également des contribuables, nous venons vous aider pour le développement, mais si vous ne prenez pas les dispositions, nous ne vous donnons pas telle ressources. Et d'importantes ressources ont été refusées au Bénin du fait que nous n'avons pas mis en œuvre cette réforme-là. Et donc, il faut que nous puissions savoir ce que nous voulons. Parlant de l'imprescriptibilité des crimes économiques, est-ce que ce ne sont pas les opérateurs économiques qui sont visés? Certains disent même que c'est d'ailleurs Talon qui est visé directement, puisque vous-même vous avez parlé du PVI tout à l'heure. On ne conçoit pas une loi pour une personne donnée. On conçoit une loi pour un ensemble et surtout pour la prospérité. Et lorsqu'on prend une loi, on ne vient pas antérieurement l'appliquer. À partir du moment où on applique cette loi-là, qu'on l'applique.
Je crois que Talon n'est pas visé dans cette affaire, mais peut-être que certains ont peur. Ils ont peur de leur gestion. Il n'y a rien à faire. Certains ont certainement peur s'ils ont mal géré et qu'ils savent qu'à leur retraite, on ira les chercher avec des preuves à l'appui. Mais peut-être qu'ils tremblent. Mais ça, nous ne pouvons pas savoir qui sont ceux qui ont peur. Si c'est rétroactif, vous avez dit pendant 20 ans à peu près, Talon pourrait toujours être touché par cette loi. C'est-à-dire il n'y a pas l'antériorité de la loi. Dans notre système juridique, c'est le jour où on vote la loi que la loi commence par être appliquée. Sauf si on dit expressément que cette loi est applicable à partir de telle date. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et donc, voir Talon, voir cette affaire partout, non, je ne pense pas que ça soit le cas. Et comme le chef de l'État le dit, Talon, moi j'ai déjà pardonné. Je reste à voir comment nous allons mettre tout ça là au point. Je tends la main, mais il faut que les termes soient bien clairs et que nous puissions aller vers l'avant parce qu'il faut l'unité nationale. Nous n'avons qu'un seul patrimoine, ça s'appelle le Bénin. Le bateau Bénin ne va pas chavirer. C'est ça. Beaucoup refusent au gouvernement de toucher à la Constitution, en tout cas de lancer le projet de révision de Constitution. Le clergé a clairement donné sa position par rapport à la révision de la Constitution. On a vu les lettres à gauche et à droite. Visiblement, est-ce que vous sentez réellement que le peuple est d'accord pour une révision de Constitution? Et pourquoi le gouvernement s'arc-boute? Pourquoi le gouvernement veut forcément passer par la révision de la Constitution? Comme je le dis, mais vous parlez avec des mots très durs. Le gouvernement s'arc-boute à quoi? Le gouvernement ne s'arc-boute à rien du tout. Le gouvernement dit, nous avons une Constitution qui a fait 23 ans. Est-ce que tout est parfait dedans? Moi, je suis convaincu que, ou bien le président Yahya Boni le fait, ou tôt ou tard, ça va être fait. Nous ne pouvons pas prendre des engagements sur le plan international, dire, nous allons créer et constitutionnaliser la Cour des comptes, nous faire perdre des ressources budgétaires et ne pas l'exécuter. C'est vrai, comme vous l'avez dit, en Afrique, dès qu'un dirigeant dit je vais réviser la Constitution, nous avons le cas dans la sous-région, et même ailleurs. Dès qu'on dit je vais réviser la Constitution, c'est pour tout faire pour avoir un autre mandat. Or, le rêve du président Yahya Boni aujourd'hui, et je peux le dire, c'est de dire aujourd'hui, je souhaite le 6 avril 2016 à minuit devenir ancien chef d'État. Et mon rêve, c'est qu'on me dise, ah voilà, je suis devenu médiateur pour amener la paix à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est tout mon rêve, ça. Et je ne pense pas qu'il soit là, en train de s'accrocher, en train de chercher un troisième mandat. Et pourquoi faire? Vous avez dit que tôt ou tard, ça va être révisé. Certains préfèrent tard que tôt. On va pas l'opportunité maintenant. Le chef de l'État est à 3 ans de la fin ou même moins de la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'il perdrait à ne pas réviser la Constitution avant de partir? C'est des imperfections, comme je vous l'ai dit, qui ont été relevées. Et quand on voit des imperfections, il faut les corriger. Et je vous dis, c'est toute une équipe qui a sillonné le pays. Et comme vous dites, mais nous allons vers le consensus. Mais ce consensus, qui doit l'organiser? Ce n'est pas l'exécutif. Si l'exécutif se permet aujourd'hui de dire, bon voilà, messieurs les maires des communes, messieurs les conseillers et toute la population, nous allons discuter de cette révision. Mais il y aura toujours ces soupçons-là. Dans notre système juridique, il revient à l'exécutif de saisir l'Assemblée et de dire, voilà, nous voulons modifier, nous voulons amender la Constitution sur tel aspect. Il revient donc au Parlement de s'en saisir. Première étape, ils envoient la commission des lois. Deuxième étape, ils vont en plénière. Ils ouvrent le débat. Et s'ils ouvrent le débat, je vous assure, ils ouvrent le débat et ils trouvent que ces modifications-là ne sont pas une priorité actuellement, mais le chef de l'État est prêt à accepter leur verdict pour dire non, écoutez, nous, Parlement, nous pensons que ces imperfections-là peuvent rester encore. Eh bien, donc c'est fini, le débat est clos. Ensuite, après cela, vous savez très bien qu'il faut les 4/5e qui puissent accepter la révision de la Constitution. Et une fois qu'ils auraient accepté, ben, nous irons certainement, si nous ne réunissons pas les 4/5e, nous irons vers la loi référendaire. Et il y a des aspects qui ne seront jamais touchés dans la Constitution, clairement mis. Donc, ni l'âge, les premières bornes, ni le nombre de mandats ne seront touchés. Alors, pourquoi va-t-on mettre que nul ne peut en aucun cas exercer plus de 2 mandats toute sa vie? Parce que les gens se disent que oui, le président Yahya Boni, il va d'abord quitter là, il va mettre quelqu'un comme à la Poutine, et après il va revenir. Il va revenir pour quoi faire? Moi, je pense que le moment est venu où on doit se faire un peu confiance et ne pas trouver le diable partout. Oui, mais la confiance retrouvée, monsieur le ministre, passe par un dialogue social. Le dialogue sera engagé, oui. Comme je vous l'ai dit. Quand? Mais il y a des étapes. Si l'exécutif se met à faire rechercher le consensus autour de ces 3 modifications,
les gens vont sortir encore des soupçons. Mais dans notre organisation, il revient à l'Assemblée, et l'Assemblée a un chronogramme maintenant. Ce n'est pas à moi de vous le livrer, pour que tous unanimement, encore que la commission qui a proposé ces réformes-là a déjà fait le tour du pays. L'Assemblée a écrit à l'ensemble des maires des différentes communes, a écrit à la société civile. Et quand on dit société civile, c'est presque tous ceux qui sont les religions, les trucs, etc. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Les documents sont parfois gros, les gens ne lisent pas. Je vous assure que les gens ne lisent pas. Et quand ils ne lisent pas, ils ont dit, ah, bon, comme ceux qui parlent beaucoup, mais qui font les leaders d'opinion, c'est eux qui poussent les choses à l'oreille, ils disent, ah, il veut un mandat, il faut faire attention, il veut un mandat. Et tout ce qu'on retient. Mais citez-moi, dans ce qui est prévu, l'article où on a mis que désormais, le président qui sera là aura encore droit à un mandat. Non, il faut qu'on soit concret. Oui, mais ceux qui ont révisé et ont choisi de revenir encore pour un autre mandat ne mettent jamais dans la Constitution que systématiquement ils vont revenir. C'est pas évident. Ça ne se met pas. Monsieur le ministre, ça ne se met pas. Généralement, ils enlèvent la partie nul ne peut en aucun cas exercer plus de 2 mandats. Pas forcément. Ils enlèvent cette partie. Au moins, ils laissent libre. Et ensuite, bon, on peut organiser en disant c'est une nouvelle république. Oui, mais les Béninois disent... Modifier une constitution ne signifie pas qu'il y a une nouvelle république. Je crois qu'on en a suffisamment parlé. D'accord. Pour ceux que nous écoutons à gauche et à droite, monsieur le ministre, les Béninois disent que la priorité n'est pas la révision de la constitution parce que véritablement, il y a une question sociale qui se pose. Les Béninois n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins et il faut que le gouvernement, vous êtes ministre d'ailleurs du développement et de l'analyse économique et de la prospective, la situation sociale du pays, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe concrètement? Mais oui, la conjoncture est difficile. Ça, ce n'est pas une crise particulière au Bénin. Hier, j'ai vu un de mes amis qui est venu du Niger. Et il a fait le tour en Côte d'Ivoire. Il dit, mais dis donc, au Bénin, là, nous sommes heureux. Hein? La crise est fondamentale, elle est mondiale. Et cette crise-là, ça frappe d'abord les jeunes, les femmes qui veulent aller vers l'autonomisation. Et la couche juvénile est touchée. Mais que fait le gouvernement béninois pour faire face à ce genre de situation? Parce qu'ailleurs, le gouvernement béninois multiplier quand même des actions concrètes. Vous savez, aujourd'hui, si on critique le président français, c'est à cause du taux de chômage. Aujourd'hui, nous notons que nos jeunes sortent de nos écoles bardés de diplômes, mais souvent, il n'y a pas une adéquation entre la formation et les besoins de l'emploi. Donc, vous avez une cohorte de jeunes bardés de diplômes, mais qui sont impropres à la consommation. Et il va falloir revoir comment traduire cela en professionnel, en technique et en métier. Quelqu'un qui va à son master 2 finir l'université, mais il faudrait qu'il puisse être orienté vers une professionnalisation. Il n'est pas professionnel, il vient avec son master 2 et puis il a fait un diplôme en lettres modernes et autres. C'est vrai, on en a besoin, mais en avons-nous besoin en grande quantité? Vous savez, quand nous on était à l'école, on dit, ah, je vais au service. Ça veut dire, je vais servir l'administration. L'administration est saturée aujourd'hui. Donc, il faut apprendre aux jeunes à entreprendre, à aller vers le taux emploi. Parce que l'administration ne peut plus. Aujourd'hui, si vous prenez notre population, la population active a été dénombrée par l'ESAI à 4 400 000. Dans les 4 400 000, 3,5% sont fonctionnaires. Les 83 000 fonctionnaires. Mais là, le secteur moderne n'utilise que 1%. Donc, il va falloir, parce que dans notre système, c'est le privé qui crée l'emploi. Mais il faudrait que l'État puisse avoir une administration de développement capable d'être au service de tous et au service du secteur privé. Donc, il faudrait qu'on puisse créer un climat des affaires capable de permettre aux jeunes, ou bien de permettre à ceux qui le peuvent au secteur privé, de créer de l'emploi et d'aller vers la production. Alors, que fait le gouvernement? Le gouvernement a adopté une politique nationale de l'emploi où il a défini les stratégies et les orientations. Les gens ne lisent pas, je vous dis. Ça a été adopté en 2012, appuyé par les partenaires techniques et financiers. Il est prévu cela, qu'il y a les installations de jeunes, mais vous avez bien vu, nous avons créé FNPEJ. Le gouvernement a mis 6 milliards dedans. Ça n'a pas marché. Et les 6 milliards, on dit, nous prenons des jeunes, ils font un plan d'affaires, on leur fait un coaching et puis on leur met des ressources en place pour les insérer par le crédit dans la production. Vous avez fait le bilan? Mais on a fait le bilan. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça a donné un échec parce que le coaching n'a pas bien marché. Et puis nous avons des jeunes qui veulent s'enrichir du jour au lendemain. Dès qu'ils prennent un crédit de 10-15 millions, c'est d'aller chercher 4x4 au port, d'aller chercher salon en cuir et de s'installer. Et après,
ils ne pensent pas à rembourser. Aujourd'hui, le remboursement est de 10% à peine, le recouvrement. Et donc, il faut les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Oui, mais le plus important n'est pas de mettre de l'argent à la disposition des jeunes, mais il y a aussi l'encadrement, monsieur le ministre. Il y a l'encadrement. Comment le gouvernement encadre réellement? Au départ, on a créé le CPEP. Le CPEP existe déjà à organiser le coaching. Donc, normalement, quand on dit vous avez un crédit de 15 millions, on vous donne d'abord 5 millions. Le coach vient voir là où vous en êtes, met encore 5 millions et voit comment ça évolue. Bon, cela a été organisé, mais je vous assure que les Béninois ont un génie terrible. J'ai vu des cas où on leur a dit l'entreprise est créée à tel endroit. On va pour voir l'entreprise, ils montrent, tout se passe bien. Oh, c'est une entreprise qui appartient à une autre personne. Est-ce que vous voyez? Ils mettent leur génie, je vous dis, à traficoter. À traficoter, ça veut dire que on leur remet des ressources. Normalement, ça devrait leur permettre d'aller vers l'auto-emploi, de créer d'autres emplois pour d'autres jeunes. On leur a fait des avantages en disant, vous êtes exonéré pendant 1 an pour payer. Vous avez un délai de grâce pour le crédit d'1 an. Et on leur a fait des taux, vraiment, comme on le dit, c'est vraiment des taux doux. 5% pour leur permettre vraiment d'enclencher des activités capables de leur permettre de s'auto-suffire. Non, je pense que le gouvernement a du travail. Il faut reformater la formation, c'est-à-dire enseigner la capacité d'entreprendre. Et nous avons un domaine dans lequel nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. C'est le domaine agricole. Aujourd'hui, même 20% de notre domaine, dans le domaine agricole, 20% ne sont pas mis en valeur. Or, nous avons le fleuve de l'Ouémé, qui a une véritable richesse. Nous avons le fleuve du Mono, véritable richesse. Nous avons le fleuve du Niger, où nous avons mis des rizeries, où il y a plus de 6 000 jeunes qui sont installés qui produisent du riz. Aujourd'hui, notre importation de riz ne dépasse pas 25-30 000 tonnes, parce que nous produisons plus de 210 000 tonnes et nous allons vers les 300 000 tonnes. Or, il y a des besoins dans la sous-région. Le Niger, le Burkina, le Mali sont en déficit céréalier. Plus de 3 millions de tonnes. Et donc, concevons un programme et lançons les jeunes pour qu'on produise et que nous devenions une véritable puissance agricole sous-régionale comme le chef de l'État l'a souhaité. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tout cela se passe. C'est progressivement qu'on le fera. Monsieur le ministre, vous avez reconnu à l'instant que c'est le privé qui crée l'emploi, mais le dialogue public-privé souffre toujours à démarrer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Certains parlent de blocage au niveau du gouvernement par rapport à ce dialogue-là qui n'a pas réellement démarré malgré la table ronde économique. Non, vous savez que ce dialogue a été effectivement engagé. Nous avons arrêté de créer des structures de rencontres périodiques. L'idée est toujours sur la table. Mais nous avons un pan qui nous manque, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Vous avez vu notre démocratie. Comment, depuis plus d'1 an, nous n'arrivons pas à créer cette chambre-là. Or, c'est cette chambre qui réunit l'ensemble de tout ce qui concerne le privé. Bien sûr, il y a le patronat, mais le patronat est un pan. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est un autre pan. Le patronat réunit juste les patrons, mais la Chambre de commerce et d'industrie, c'est l'ensemble des intervenants dans le commerce et l'industrie. Et donc, il y a ce pan-là qui nous manque. Et donc, lorsque ce pan sera créé, les structures de rencontres périodiques seront maintenues et il y aura un peu plus de dialogue. Mais je pense qu'il faut de la bonne volonté de tous côtés. Par exemple, l'Église s'est engagée et vous avez bien vu la réponse de l'Église. Moi, j'ai beaucoup apprécié. L'Église travaille pour l'éveil des consciences, l'Église travaille pour la paix. Mais il faudrait que nous tous, nous puissions savoir que le Bénin nous appartient à nous tous. Et nous devons mettre beaucoup de bonne volonté, aller vers la paix et le dialogue. Et à travers le dialogue, les réformes qui sont prévues seront mises en place. Mais je ne dis pas que tous les problèmes seront réglés d'un coup de baguette. Vous avez bien vu, le Sénégal vient de limoger tout son gouvernement. Parce qu'on a dit que le chômage continue de sévir. Nous avons le chômage ici aussi. Mais ce chômage, il faut voir d'où nous venons. C'est depuis 53 ans, avons-nous eu une vision très tôt. Regardez par exemple au niveau de l'électricité. Qui l'eût cru qu'aujourd'hui nous avons encore en moyenne 4 heures de délestage par jour. Et si depuis l'indépendance on avait une vision pour mettre en œuvre les barrages sur le fleuve de l'Ouémé, le fleuve du Mono
et créer tout ceci et savoir que chaque année, avec la croissance, nous devons ajouter un peu d'énergie, je crois qu'on aurait une vision qu'on aurait mise en application. Monsieur le ministre, puisque le FNPEJ est un échec, vous-même vous l'avez déclaré tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites maintenant pour les jeunes qui attendent toujours l'emploi, qui souffrent même quand ils vont passer des concours, c'est pas évident qu'ils rentrent dans la fonction publique avec les concours entre griffes truqués, on en a parlé plusieurs fois ici, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Visiblement, qu'est-ce qui est prévu pour la jeunesse béninoise concrètement? Pour la jeunesse, premièrement, oui, monsieur le ministre, il faut reformater leur formation. Ils sont nombreux à être sur le marché, mais il n'est pas évident que ce soit les gens dont l'économie a effectivement besoin. Mais qui doit faire ça? Aujourd'hui, qui doit reformater la formation? Non, cela, nous avons prévu un forum, nous devons revoir la réorientation. Vous avez bien vu, on a dit 120 jours pour équiper nos écoles techniques. Vous avez vu le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État, qui dit attention, nous voulons privilégier les séries C pour aller vers la technicité, vers la mode. Écoutez, pour que, vous savez, la Chine a déjà fait son programme pour 2030 et dit si la Chine doit continuer à maintenir son industrie dans son état pour que ça soit avancé, il faut absolument former 200 millions d'ingénieurs. Et nous aussi, il faudrait que nous puissions avoir des objectifs clairement définis comme ça, en se disant, si nous devons aller vers l'émergence, voilà ce qu'il nous faut. Or, ce plan existe. Vous savez que toutes les politiques que nous avons conduites jusqu'à présent, avec le docteur Thomas Boniaye et le gouvernement, sont orientées vers deux objectifs essentiels. Nous avons l'insuffisance infrastructurelle, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'école pour les salles de classe, qu'il s'agisse également des routes. Vous avez vu, toutes nos routes sont en mauvais état actuellement. Ensuite, les rails sont en mauvais état. Ensuite, nos ports, l'aéroport. Et donc, du point de vue infrastructurel, nous avons un déficit, une insuffisance depuis l'indépendance qu'il faut combler. Et chaque jour qui passe, ça s'aggrave. Donc, il faut arrêter la saignée et pouvoir mettre un plan infrastructurel pour redresser. Parce que quiconque met un franc dans l'infrastructure, il n'y a rien à faire, il y a un effet multiplicateur sur l'économie d'au moins 4 francs. Et donc, c'est important d'avoir les infrastructures. Ensuite, après les infrastructures, toute la politique de Yaya a été conduite suivant un plan social. Voilà les deux axes. Quand on dit oui, on est sans boussole, je dis mais attends. Et les gens, tant qu'ils ne sont pas là, et qu'on quoi que je m'y mette, ils disent non, tout ce qu'on fait, on n'a rien fait de bon. Donc, monsieur le ministre, laissez les opposants, parlons vraiment aux jeunes qui vous écoutent en ce moment, alors, pour les jeunes, ont des difficultés à s'en sortir. Nous avons dans le plan national de l'emploi. Ce plan a été mis sous forme d'actions. Et les actions partent de 2012 en 2016. Dedans, il a été prévu l'installation d'un certain nombre de jeunes. Mais pour faire installer ces jeunes, il faut des ressources. On a prévu qu'il y a 34 milliards à mobiliser pour pouvoir insérer les jeunes. Mais je vous dis aujourd'hui, quand il y a un jeune qui a de la volonté, qui veut travailler, il y a de quoi travailler. Il faut aller d'abord vers l'agriculture. Nous avons des terres, nous avons de l'eau et nous avons des terres fertiles. Mais il faut les moyens. Nous venons d'installer 6 usines du nord au sud. Et nous avons des usines d'acajou, nous avons des filières. Et donc, lorsque vous avez des terres et que vous avez de petits moyens, je pense que vous pouvez déjà produire. Parlons justement des terres, monsieur le ministre. Il y a un problème. Le problème du foncier n'est toujours pas encore réglé au Bénin. Ce qui fait que, c'est vrai, on a de l'espace, on voit qu'il y a de l'espace, mais vous allez dessus tout de suite, quelqu'un va sortir de nulle part pour vous dire, c'est ma propriété, c'est pour mes parents. C'est ça vrai, le problème, monsieur le ministre. C'est un problème réel à régler, mais il y a une loi sur le foncier qui est déjà passée à l'Assemblée et qui doit être promulguée. Lorsqu'on aura promulgué cette loi, mais il va falloir aller par impopularité. Oui, mais qu'est-ce que le vous chef savez, de l'État dès que vous touchez une terre, mais il y a toujours un propriétaire qui apparaît. Absolument. Regardez, depuis qu'on veut faire l'hôtel, comment on appelle, la station balnéaire de Fidjrosset, c'est-à-dire le projet de Fidjrosset tout le long de la plage. Mais jusqu'à présent, c'est le problème de terre qui se pose. Dès que vous approchez, alors que les gens ne font rien dessus, dès que vous approchez, un privé arrive, il peut acheter le même terrain à 5 millions, mais dès qu'on dit l'État, on dit c'est 10 millions, c'est 20 millions. Que voilà. Et donc, il s'appuie sur l'article de la Constitution qui dit il faut un juste et préalable dédommagement. Et donc, à partir de cela, pourquoi aller alors modifier les prix à la hausse pour rendre ça inaccessible? Mais je vous dis, s'il y a un jeune, quelle famille au Bénin n'a pas un minimum de terre? Dites-moi. Moi, dans ma famille, il y a toujours des terres. Et lorsque quelqu'un est prêt à travailler, il va voir le chef de famille, on met quelques lopins à sa disposition. Il n'a juste à aller chercher de quoi acheter du maïs,
de quoi chercher des tiges et pouvoir cultiver. Oui, mais Alors, cultiver, à partir de ce moment, pas seulement quelques mètres carrés. à partir de ce moment, ce n'est pas bien de leur dire d'aller cultiver avec la roue, les dabas et autres là. D'où le gouvernement a pris des mesures. Nous voudrions installer 4 usines de montage de matériel agricole. Il ne s'agit pas de tracteurs seuls, mais un certain nombre de matériel. Et si vous vous lancez dedans, vous pouvez avoir le gouvernement en train de mettre la politique en place pour vendre à moitié prix. Et vous avez du matériel et vous pourrez travailler. Ensuite, il faudrait qu'avec les banques, on puisse voir dans quelle mesure on pourra faciliter l'accès aux banques en créant les fonds de garantie. Nous avons un fonds de garantie, le FONAGA. Et ce FONAGA, lorsque vous avez fait un plan d'affaires que vous emmenez, le FONAGA vous appuie. Mais ce n'est pas évident que si vous ne savez pas faire un plan d'affaires, si ce n'est pas bien fait, mais ils ne vous accepteront pas. La banque, là, c'est l'argent des autres. Et nous avons beaucoup de ressources dans nos banques, justement. Et il y a des réformes telles que le Nigeria l'a fait, où on dit, bon, les banques doivent prendre 5% de leurs bénéfices. Pourquoi ne pas créer carrément une banque agricole, monsieur le ministre? Pourquoi ne pas penser réellement Vous savez très bien que les études ont été faites. La banque devait être créée depuis 2009. Nous avons fait une table ronde. Les agents de la Chambre de commerce se sont engagés à décaisser 5,3 milliards. Aujourd'hui, ils n'ont décaissé que 1,4 milliard. Et donc, il faut que l'État puisse trouver les 10 milliards pour créer une banque. Et l'État doit se débrouiller pour faire ce portage-là. Et je vous assure que le chef de l'État est en train de courir à gauche et à droite. Il est parti au Koweït, il veut installer d'autres banques. Il est parti voir également la Guinée équatoriale. Et le chef de l'État nous a écoutés, il va ouvrir une banque en plus. Et donc, il faudrait qu'on puisse faciliter l'accès au crédit et provoquer l'insertion des jeunes par le crédit dans le circuit de la production. Et je pense que si on arrive à le faire, mais cela contribuera à rendre notre pays comme une puissance agricole régionale. Mais les autres secteurs sont tellement difficiles que si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir le crédit, mais vous n'irez pas loin. Et donc voilà, il y a des situations qui ne sont pas particulières au Bénin. Le chômage, c'est l'apanage de tous les États actuellement. Il ne faut pas dire que, c'est le Bénin seul qui a les problèmes. On a changé le gouvernement au Sénégal parce qu'on a dit, attention, il y a trop de chômage. Oui, mais chaque pays apporte sa solution aux jeunes. Bien sûr. Voilà. Monsieur le ministre, vous n'allez pas demander à tous les jeunes béninois d'aller à l'agriculture? Non. C'est-à-dire que je ne dis pas tous les jeunes béninois. Nous avons besoin de nos terres, nous avons besoin d'huissiers, nous avons besoin. Mais si tous vont s'encombrer dans les circuits juridiques, mais qui va faire la production? Et donc, actuellement, les domaines où nous avons des atouts et des opportunités, ne nécessitant pas des ressources trop importantes à notre portée, c'est d'abord l'agriculture. Et je vous assure que lorsqu'on investit dans le vivrier, quand vous mettez 1 franc dans le vivrier, ça provoque un effet de 4 francs sur les autres secteurs et de 13 francs sur l'économie. Et donc, quand vous faites le vivrier, vous contribuez à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quand on dit coton, nous n'allons pas nous nourrir de coton. Le coton est bon, c'est notre culture de rente, c'est la filière qui est rentable, mais nous avons besoin d'avoir notre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est très important. Les techniciens disent aujourd'hui qu'on a mis suffisamment de pesticides dans les terres pour qu'aujourd'hui, sur le plan vivrier, le Bénin ait vraiment des problèmes, parce que le coton a englouti énormément de pesticides qui détruisent les terres. Et donc, même si on va au vivrier aujourd'hui, monsieur le ministre, on n'a pas beaucoup de chances de réussir. Je vous assure que c'est des théoriciens, ils avancent des choses qu'ils ne comprennent pas très bien. C'est vraiment d'abord les paysans. Moi, j'ai été dans les champs de coton à Banikwara, à Sinandé et autres là. Mais je note qu'en même temps qu'ils font le coton, et ils couplent ça avec des vivriers. Et donc, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de terre pour faire des vivriers. La preuve, c'est que les denrées de première nécessité, les prix n'ont pas été outre mesure très élevés. Aujourd'hui, si vous voyez le maïs, l'ancien maïs est de l'ordre de 300 francs. Le nouveau maïs a déjà fait son apparition à 175 au marché. Là où nous avons des problèmes, c'est au niveau des oignons. Mais les femmes, en général, savent très bien que lorsque le prix de la tomate baisse, le prix de l'oignon augmente. Aujourd'hui, vous avez de grandes bassines de tomates qui sont vendues jadis à 20 000 francs, qui sont à 2 000 francs. Et vous avez de bonnes tomates sur le marché. Mais par contre, l'oignon coûte très cher. Le sac de 25 kilos, qui était de l'ordre de 12 000 francs, aujourd'hui à 85 000. Mais c'est saisonnier. Et chaque année, c'est un problème récurrent et qui revient. Alors, du fait qu'il y a eu quelques éléments où il y a eu l'augmentation des prix, on dit, nous avons fait. C'est vrai. Mais je pense qu'avec l'intersaison qui finit,
les produits alimentaires iront sur le marché. Puisque vous parliez du coton, monsieur le ministre, nous allons rester dans ce domaine et vous demander de nous faire un peu le point de la situation, parce que beaucoup ont dit que visiblement la campagne cotonnière de 2012-2013 a été un échec. Non, ceux qui disent que c'est un échec, c'est ceux qui ne veulent pas voir leur pays réussir à quoi que ce soit. Ils se lancent dans des fatras d'a priori, c'est-à-dire tout ce que le gouvernement fait, comme ils sont opposants, ils doivent noircir le tableau, tout simplement. Sinon, voilà, nous sommes partis d'une production pour la campagne 2010-2011 de 174 000 tonnes et nous avons réalisé en 2012-2013, la campagne suivante, 240 000 tonnes. Donc, près de 70 000 tonnes en plus. C'est vrai, nous avions visé atteindre 350 000 tonnes. Mais autre chose est la prévision, autre chose est la réalisation. Ça a été une campagne particulière puisque le secteur privé était en crise. Les cotoculteurs n'avaient plus confiance aux promoteurs. Et l'État également avait des problèmes avec le promoteur. Donc, deux crises de confiance en même temps. Donc, il était envisagé pratiquement une année blanche. Mais l'État a été obligé de reprendre la situation en main pour éviter l'année blanche en coton. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons une année verte. Et pourquoi? D'abord, notre production a permis d'avoir environ 87 000 tonnes de fibres. Ensuite, 123 000 tonnes de graines. Les 123 000 tonnes de graines sont réparties en 10 000 tonnes de semences, parce qu'il faut préparer la semence qu'on met gratuitement à la disposition des cotoculteurs, et 113 000 tonnes pour les huileries. Et donc, lorsqu'on vend tout ça, on trouve une situation largement positive. Donc, le contribuable ne mettra pas un rond dedans. Quand les gens disent que voilà, on a mis trop de ressources, de données publiques, j'ai dit, mais ils parlent de quoi? Vous avez investi combien et vous avez pu... On a mobilisé auprès de la BOAD qu'on a choisi comme arrangeur 82 milliards. Et ensuite, nous avons mobilisé les banques qui ont syndicalisé une bonne partie de leur crédit pour participer. Et le chef de file, c'est EcoBank. Et je suis sûr que ces gens-là m'écoutent. Lorsque il nous reste seulement 6 milliards à rembourser sur les 82 milliards, et les 6 milliards, nous attendons des ressources qui sont en attente, puisque nous avons fait rentrer près de 76 milliards, et lorsque nous allons faire rembourser ceci, les 6 milliards, il restera encore un bénéfice. Donc je peux vous dire que malgré l'importance de la subvention, l'État ne décaissera pas cette année une seule subvention, puisque la filière va s'autofinancer. Ça veut dire quoi? Nous achetons le NPK et l'urée, qui sont les engrais, à 17 000 francs le sac de 50 kilos. Et nous revendons aux cotoculteurs à 10 000 francs. Donc c'est comme si l'État accordait une subvention de 7 500. Je vous dis que cette année, au lieu de 12 milliards, ou bien lorsqu'on prend les 5 ans, près de 100 milliards que l'État va verser, il n'y aura pas de subvention le bénéfice sera positif. Vous restez de voir 6 milliards, oui, même dans vos calculs. Mais objectivement, aujourd'hui, on ne devrait pas faire une telle activité et continuer toujours à réfléchir pour rembourser les banques, normalement. Mais non, qui vous dit qu'on réfléchit pour rembourser les banques? Oui, mais quand on vous écoute un peu, c'est... Dès lors que nous avons placé l'ensemble et à un prix très bon, ce n'était pas évident. On a placé en moyenne à 300 à 883 000 francs la tonne. Alors que dans la sous-région, nous sommes venus au marché tardivement. La Sonapra n'avait plus ses réflexes. Et nous avons suivi de très près, de mètre, les placements. Et ces placements ont été bien faits. Ensuite, nous solderons la campagne par un bénéfice. Mais comme je vous le dis, la campagne n'est pas terminée. Et donc, nous sommes en train de faire le bilan et pouvoir sortir le chiffre. Mais que répondez-vous alors à tous ceux qui disent que vous avez encore des balles de coton sous le bras, des balles de coton mouillées qu'on ne peut plus vendre aujourd'hui? Certains avancent des chiffres, 1085 balles de coton que vous avez encore sous votre charge, qui sont des balles de coton totalement mouillées. La mouille, ça peut concerner quelques balles, mais je vous dis, on a placé la totalité parce que le coton béninois est très prisé. La totalité a été placée. Il reste quelques balles à être embarquées. Rien ne vous est retourné? Non, rien n'a été retourné. Mais il a été dit que des balles de coton ont été retournées. Non, aucune balle n'a été retournée. Parce que c'était pas de très bonne qualité. Non. C'est-à-dire que nous avons, du point de vue qualité, des classements à faire. Alors, lorsqu'on fait ces classements, vous savez, celui qui achète, il a intérêt à décoter un peu pour acheter moins cher. Et donc, c'est un débat, ce n'est pas quelque chose d'anormal dans le secteur, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous classez
à un niveau donné, l'autre cherche à dire non, ce que j'ai reçu là, c'est telle qualité, pourquoi vous puissiez diminuer le prix. Mais il y a eu quelques petits débats dessus. Mais l'essentiel est que nous avons vendu toute la production du coton et que les paysans ont été payés à temps. Nous avons injecté plus de 40 milliards dans ces zones-là. Donc ça veut dire que ça participe à la réduction de la pauvreté. D'accord. Et que des gens ont encaissé des ressources. Quand vous allez à Banikwara aujourd'hui, vous ne trouvez plus un seul paquet de tôle. Vous ne trouvez plus de ciment. Et vous voyez des tôles qui sont... Donc ça veut dire que les gens se réalisent, ils construisent. Donc on a injecté. Et nous, la pauvreté... Non, c'est pas que je vois. Si vous y allez, vous verrez. Moi, j'y vais. Je ne suis pas qu'un homme de bureau, je suis un homme de terrain également. Donc il faut y aller. Il faut y aller, aller visiter, voir. La réduction de la pauvreté est en marche. Peut-être que les gens veulent des résultats beaucoup plus importants. Mais je vous dis que c'est progressivement. Quand on sait d'où on vient, il faut savoir que des mesures sont prises et que progressivement, 40 milliards dans l'économie béninoise, vous voyez ce que ça fait? Bien sûr. Nous allons permettre à ceux qui nous suivent, ceux qui aiment cette émission, ceux qui sont passionnés d'ailleurs de l'émission, de vous poser des questions dans quelques petites secondes. Mais déjà, vous allez nous répondre à cette dernière préoccupation, en tout cas à notre niveau ici, par rapport au concours, au dernier concours organisé au profit du ministère des Finances et de l'Économie. Il y a eu beaucoup de remous autour de ce concours-là. Visiblement, le gouvernement a maintenu sa position et aujourd'hui, nous apprenons que ceux qui ont été réellement à ce concours, qui sont admis, des admissions contestées par plusieurs personnes d'ailleurs, ceux-là ont pris service. C'est un problème véritable aujourd'hui, l'organisation des concours dans notre pays. Et déjà, un autre concours se prépare avec plus de 1000 agents à recruter pour le ministère de la Santé. Monsieur le ministre, est-ce que vous écoutez les Béninois par rapport au concours que vous organisez? Mais nous sommes bien à l'écoute, dans la mesure où il avait été signalé qu'il y a eu des irrégularités qui ont été commises. On a dit que le cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique de l'époque, ils ont privilégié leurs enfants les mêmes sont et encore autres. là. Et les mêmes sont encore Des là. enquêtes ont été engagées. Le chef de l'État a créé une commission. La commission a livré ses résultats. Ah bon? Et jusqu'à ce jour, aucun élément recruté n'a encore pris service. Tout ça, c'est de la délation. Ah d'accord. C'est la délation. Donc il y a une décision à prendre. Il faut prendre tous ces éléments en compte. Mais que dit alors le rapport voilà. de cette commission? Que dit le rapport? Et je n'ai pas lu le rapport, c'est destiné en priorité au gouvernement. Et donc, moi, je ne peux pas vous le dire. Mais ça fait si presque un an que ça dure. Il y a des irrégularités, certainement que des dispositions seront prises. Et les mêmes qui ont organisé ce concours sont encore en poste et ils veulent encore organiser un autre concours aujourd'hui. Sans avoir d'abord présenté ce rapport, vous acceptez que c'est même là qui organisent ce concours-là? Mais qu'est-ce qui vous indique que ce sont ces mêmes qui vont organiser le concours? Ils ont déjà signé. Le ministre qui était là à l'époque est parti. Ce sont les mêmes qui ont lancé le concours. C'est un autre ministre qui organise. Donc certainement qu'il y aura une nouvelle équipe. Et vous savez très bien que lorsque le serpent vous a mordu une fois et que vous voyez venir le ver de terre, vous prenez des dispositions. Vous n'allez pas dire que le gouvernement est irresponsable et qu'on ne prendra pas des dispositions pour que ce concours soit mieux suivi. Le concours sera certainement mieux suivi. C'est le même directeur qui a lancé l'appel à candidature. Oui, le même directeur peut lancer l'appel à candidature sans que les correcteurs, les jeunes qui participent au concours ne soient les mêmes. C'est un engagement que vous prenez au nom du gouvernement ici. Mais attendez, un gouvernement qui voit que j'ai organisé un concours, il y a eu des irrégularités. Certainement, il y a des motifs qui font que ce concours, ça pose problème. Sinon, depuis plus d'un an, on aurait pu les engager. Mais on ne les a pas engagés. Alors, mais on attend pour quand alors les conclusions de cette commission d'enquête? Mais les conclusions seront certainement livrées. Il y aura une communication au Conseil des ministres, une décision sera prise et on verra bien. Voilà, nous allons maintenant permettre aux uns et aux autres, à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont véritablement des passionnés de cette émission, ceux qui suivent cette émission tous les jours, de vous poser des questions, pourquoi pas. C'est sûr qu'on n'a pas abordé ici en studio toutes les questions possibles. Nous permettons maintenant aux auditeurs de pouvoir intervenir et de poser leurs questions. 21 31 45 32 21 31 88 61. Voilà donc les deux numéros et nous vous écoutons le tout premier. Bonjour. Oui, madame ou monsieur, bonjour. Oui, c'est monsieur Herman Metton, bonjour le plateau. Oui, monsieur Metton, vous avez une minute, s'il vous plaît. Allez directement aux préoccupations. Merci bien. Je voudrais demander au ministre Marcel César pourquoi l'impunité continue de régner en maître. Impunité à quel niveau? On sent qu'il y a des sanctions sélectives. Il y a parfois des choses reprochées à certains directeurs. D'autres sont rapidement envoyés en prison. Monsieur Metton, pour qu'on puisse vraiment vous suivre, soyez précis, s'il vous plaît. Vous parlez de qui concrètement? Je parle du cas du DG de la Sonacop, par exemple. Lorsque ce dossier a été soulevé,
en 72 heures, ça a été bouclé et on sait où là où il se retrouve. Le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. D'accord. Le président du patronat a parlé. Le monsieur roule toujours. Il a pignon sur rue. C'est pas monsieur. Comment on dit la question de l'emploi. Le gouvernement ne crée pas encore de grosses structures pour embaucher la jeunesse, mais les structures qui existent déjà sur le terrain, on les embête. Voilà. Alors, je voudrais demander au ministre du Développement qu'est-ce qu'il fait concrètement. Monsieur Bettons, vous avez épuisé votre minute. Vous avez épuisé votre minute. Un autre auditeur, s'il vous plaît. Bonjour. Une minute, s'il vous plaît, rapidement. Allez à l'essentiel. Oui, allez à l'essentiel. On m'appelle Roussou Pakoum. Oui, monsieur Pakoum, allez-y, à l'essentiel. Oui. Allez-y, monsieur Pakoum Roussou. Au ministre, en tant que la constitution a été changée, est-ce que notre nouveau président là va encore prêter serment sur cette constitution? D'accord. Merci pour votre... Un autre, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous avez une minute, nous vous écoutons. Bonjour. Moi, c'est M. Wessou Joseph depuis Accra, Misérité, Vacon. D'accord. Je voudrais demander à M. le ministre, je vais lui poser la question par rapport aux nouveaux étudiants qui vont à l'université. Bon, les gens ont des moyennes fortes, surtout les jeunes bacheliers là. Ils ont de fortes moyennes et ils déposent le dossier. Mais parmi nos enfants qui ont de fortes moyennes là, on les rejette et on prend ceux qui ont de faibles moyennes pour entrer dans les écoles. Est-ce que le ministre pense par rapport à cette situation-là? Merci. Une minute, nous avons dit. Nous passons à un autre. Bonjour. Alors bonjour. Oui, allez à l'essentiel. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Merci. C'est M. Fouly, je prends d'abord. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui. Vous étiez dans le pays quand on nous a parlé de la et où en sommes-nous aujourd'hui? Ça, on ne peut jamais avoir confiance en vous, au gouvernement actuellement. Merci. Un autre bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous aurions souhaité que vous puissiez poser des questions directement. Les affirmations gratuites, franchement, nous ne les acceptons pas. Allez à l'essentiel, posez votre question et on va vous répondre. Le ministre est là pour vous répondre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais demander au ministre pourquoi le gouvernement s'acharne maintenant à réviser la constitution. Et depuis pas longtemps, c'est pas fait. Oui. Un autre bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Lucien Labité. Oui, monsieur Labité, allez-y, s'il vous plaît. Je vous appelle Lucien Cécile. Monsieur le ministre, moi je m'en vais dans un certain véhicule d'occasion. Le gouvernement vient de débloquer à certains plus de 200 et quelques millions. Or, ces gens-là ne sont pas sur le terrain. Tandis que ceux qui sont sur le terrain, les jeunes qui travaillent depuis plus de 6 mois, on ne leur donne rien. Je voudrais avoir des explications sur ça, monsieur le ministre. Merci. Oui, un autre auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Arwandino Léopold. Oui, nous vous écoutons, monsieur Arwandino. Voilà, je voudrais poser une question au ministre. Oui, rapidement, vous avez une minute. Oui, que pense-t-il de la situation de l'essence frélatée où les militaires gendarmes abattent froidement les citoyens? Voilà. J'en veux pour preuve, la dernière fois, il y a un monsieur qui avait seulement des bidons vides sur sa moto qui a été froidement abattu. Qu'en dit-il? Voilà. Merci. Un autre, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Desjardins. Allez-y pour votre question. C'est Richard Fatino. D'accord, allez-y. Alors, je voudrais demander à votre invité ce qui se passe au niveau de la Fédération des matchs de football. Qu'est-ce que le gouvernement en dit? D'accord. Et en dehors de ça, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au vu de tout ce qui se passe, que le chef du gouvernement s'est trompé et sur le ticket de sa base de prospérité principale? D'accord. Nous allons prendre le dernier auditeur maintenant. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Vous êtes le tout dernier. Oui. Je voudrais demander au ministre... Présentez-vous, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Je m'appelle M. Jean. Monsieur? Jean. Jean? Oui, Jean Zanou. D'accord, allez-y. Et je voudrais demander, monsieur le ministre, comment faire pour le rencontrer, parce qu'arrivé à leur ministère, il y a des gens... Vous voulez rencontrer le ministre? C'est votre préoccupation? Bien sûr. D'accord, c'est compris. Merci, monsieur Jean. Rapprochez-vous du cabinet du ministre. Voilà. Monsieur le ministre, j'aurais souhaité personnellement qu'on réponde à la question de monsieur Arwandino lorsqu'il parle un peu de la lutte contre l'essence de la contrebande. On a remarqué sur le terrain qu'il y a certains qui, ma foi, utilisent non seulement la force, mais utilisent les armes directement contre des populations. Est-ce que c'est ça que le gouvernement a demandé réellement à ces militaires ou aux gendarmes qui sont sur le terrain pour la lutte contre la vente de l'essence de la contrebande au bord de nos voies?
Voilà, la vente de la contrebande, vous le savez très bien, c'est un sujet de haute préoccupation. Et un pays qui se respecte ne veut pas laisser son secteur pétrolier dominé par l'informel à 90%. La Sonacop et les sociétés privées occupent à peine 10%. Il y a une vingtaine d'années, la Sonacop participait au budget national pour environ 20 à 25 milliards. Aujourd'hui, la Sonacop ne participe plus. Au contraire, c'est l'État qui décaisse 3 milliards, décaisse des ressources pour pouvoir approvisionner les stations. Ça veut dire que c'est une société d'État qui a été très mal gérée, à l'image de presque toutes nos sociétés d'État. Nous avons essayé de faire le point. Dans l'ensemble des sociétés d'État, nous avons plus d'une vingtaine, mais aucun ne verse un dividende à l'État alors que c'est l'État qui est propriétaire. Les gens qui y travaillent se prennent plutôt pour des héritiers et ils créent des primes d'indemnité à travers des conventions collectives et se distribuent. Et donc l'État ne reçoit plus rien. D'où vous avez dû suivre que l'État a organisé des audits dans 9 sociétés d'État les plus grosses et nous allons voir comment reformater complètement nos sociétés d'État et en définir comme des centres de profit. Cela suppose que les directeurs généraux doivent être recrutés sur la base de leur performance, c'est-à-dire appel à candidature. On donnera des critères de performance et nous allons créer des comptes dans lesquels, si ça se dégage, on doit pouvoir les mettre et créer des emplois éventuellement avec les ressources que nous avons récoltées. On ne peut pas avoir des sociétés et ne rien en tirer. Et donc, celui qui dit que les sociétés d'État sont mal gérées, c'est vrai. C'est vrai, les sociétés sont mal gérées et le gouvernement en est conscient et a même envoyé au niveau de ces sociétés d'État-là des contrôleurs. Mais le résultat n'est pas très, très, très satisfaisant. Et donc, on a eu à revoir et donc nous aurons à reformater et à réorganiser ces sociétés d'État-là pour en faire de véritables centres de profit et qui puissent profiter à tout le monde. Et donc, voilà pour les sociétés d'État. Alors, on dit pourquoi, du point de vue impunité, on ne règle pas. Vous savez, l'impunité a régné pendant longtemps dans notre pays. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question des militaires qui abattent les voilà, populations. Concernant les militaires, c'est dommage qu'ils arrivent, il y a eu des cas où on abat, mais les cas qui nous sont signalés, c'est généralement des cas où c'est des gens qui veulent attenter, ils veulent agresser les militaires. Donc on le dit que c'est en légitime défense que les militaires abattent. Pas légitime défense et dégaine. Et c'est dommage. Est-ce que vous êtes sûr que c'est toujours comme ça, monsieur le ministre? Non, j'ai dit les cas que nous connaissons, ce sont ces cas-là qui nous sont présentés. Il peut y avoir des bavures. Ça, on ne peut pas dire d'office, non, il n'y a pas de bavure. Non. Il peut y avoir des bavures. Mais je sais qu'à Sémé, lorsque les militaires se présentent et qu'ils veulent faire des saisies, les gens se mobilisent, les enquêteurs se mobilisent et s'opposent. Alors, quand vous voyez que force doit rester à la loi et qu'on veut agresser un homme en tenue, on peut faire des tirs de sommation. Il peut faire des tirs de sommation. Mais moi, je n'étais pas présent pour savoir dans quelles secondes les choses sont passées, mais je reconnais qu'il y a eu des bavures. C'est dommage. Et quand il y a bavure, il faut sanctionner. Ah oui, en principe, des sanctions doivent tomber. Donc il n'y a pas de sanctions jusqu'à présent. Chaque fois qu'il y a incident, il y a normalement un compte rendu qui doit être fait et la hiérarchie doit pouvoir donner des sanctions si les éléments qu'on a fournis sont des éléments qui prouvent qu'on a abattu avec légèreté. Et ça, là, c'est vraiment regrettable et le gouvernement ne peut pas cautionner de telles attitudes. Parlons justement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. Certains disent que pour le cas de la Sonacop, la réaction du gouvernement a été prompte, mais pour le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale, jusque-là, rien n'est fait. La Caisse nationale de sécurité sociale a reçu donc un auditeur. Les rapports sont en cours d'être rédigés et seront présentés à l'État. S'il y a des actes de malgouvernance, où c'est prouvé, parce qu'on raconte beaucoup de choses, si c'est prouvé, mais le gouvernement n'hésitera pas une seule seconde à prendre des mesures. Lorsque nous avons été informés pour Benin Télécom, vous avez bien suivi, des dispositions ont été prises. 3 personnes sont en prison aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des actes qui sont prouvés à partir des contrôles qui ont été faits, des contrôles internes qui ont été faits, et il y a eu près d'1 milliard de prévarification. Lorsque les éléments sont prouvés, il faut prendre des dispositions. Mais il y a célérité au niveau de la Sonacop, par contre. Il y a eu la célérité à la Caisse nationale de sécurité sociale, ça prend du temps. Il y a eu d'abord des dénonciations. Le chef de l'État a pris soin d'envoyer l'IGE. L'IGE a dit, voilà, les dénonciations qui ont été faites se sont avérées. Et là, donc tous les éléments sont définis pour qu'on puisse prendre des mesures. En quelques jours, ça a été fait très rapidement. Et même ailleurs, ça doit pouvoir se faire. Si c'est bien clair que, voilà, au niveau de la CNSS, il y a eu des actes de malgouvernance avec des preuves à l'appui, pourquoi le gouvernement ne prendrait pas donc des c'est pas encore clair, monsieur le ministre. Non. Il faudrait que les éléments soient bien clairs. Nous sommes dans un pays où la justice doit pouvoir travailler. C'est vrai, notre justice a des problèmes, mais
ça ne veut pas dire que nous sommes à terre, à ce point. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vous ai réservé une dernière question avant votre conclusion pour cette émission. Et si possible, s'il y a d'autres, parce que je suivais les questions tout à l'heure, je crois que vous avez évacué la plupart des questions à travers votre réponse tout à l'heure. Mais dites-nous, monsieur le ministre, par rapport à la banque d'investissement, l'AIB, qu'est-ce que c'est devenu? Parce que je sais que vous êtes réellement dans le domaine des finances. Beaucoup de Béninois se posent la question de savoir qu'est-ce que l'AIB est devenu? Parce qu'on a vu le bâtiment à un moment donné avec les logos et tout, et on savait que l'institution financière a commencé à tourner normalement, mais brutalement, on ne voit plus l'AIB. Qu'est-ce qui s'est passé? L'AIB a reçu plusieurs inspections et le retrait d'agrément est intervenu. Ça veut dire que ce n'est plus une banque. Et donc, la banque est en liquidation. Ce n'est plus une banque. Et donc, il y a eu des principes qui n'ont pas été respectés. Les ratios prudentiels, il y a pas mal de trucs. Et la BCAO surveille. Et il y a une commission bancaire qui pour les 8 États, qui viennent inspecter. Et quand ils voient que l'équilibre financier est remis en cause, on arrête la saignée. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc, parce que beaucoup disent que c'est à cause du gouvernement, hein? Beaucoup estiment que c'est à cause du gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est les gestionnaires, ils ont très mal géré. Il faut se dire la vérité. Politique de risque pas claire, et ensuite les ratios prudentiels pas respectés. Lorsque la loi bancaire n'est pas respectée, des mesures sont prises. Et donc cette banque-là, ce n'en est plus une. Donc ça a été rayé de la liste des banques. Vous savez, j'ai été directeur national de la BCAO. Absolument. Et donc les faits qui leur sont reprochés, on les a informés, les responsabilités ont été définies. Et donc la banque, on doit mettre les clés sous paillasson, c'est une banque qui est fermée. Donc voilà. Le gouvernement n'a rien à voir dans ce dossier. Le gouvernement n'a rien à voir. Au contraire, le gouvernement a tenté, dans un premier temps, de voir comment redresser cette banque, chercher des repreneurs, voir comment on peut redresser, mais il s'est avéré que pendant 2 ans, on n'a pas trouvé de repreneurs, la situation était trop pourrie, donc dans ce cas-là, il ne reste qu'à arrêter la saignée pour qu'on ne continue pas à remettre en cause les dépôts des agents qui sont là-bas. Hein, donc au niveau de, lorsqu'on arrête comme ça, on met au mal le franc, on réalise tout ce qui est actif et puis on dédommage ceux qui ont mis des dépôts. Donc, voilà. Monsieur le ministre, votre conclusion? Bon, ma conclusion, c'est que j'ai vu que la révision de la Constitution est un sujet qui est devenu hautement politique. Ça intéresse les Béninois. Et donc, rigoureusement, c'est un sujet très passionnant. Certains utilisent leur foi en noircissant un peu le tableau, en disant que tout ce qu'on vise, c'est de faire revenir Yahi Boni. Je peux leur dire aujourd'hui, et la main sur le cœur, que Yahi Boni ne vise pas à revenir. Peut-être ils ont été piqués par le fait que quand on dit en Afrique révision de la Constitution, c'est que celui qui est là veut revenir. Mais ce n'est pas le cas. Et pour une fois, nous allons encore étonner l'Afrique en faisant exception. Et en même temps, vous avez promis que si à un niveau il y avait blocage, vous vous retirerez. Vous n'allez pas insister. Le gouvernement ne va pas insister. Le chef de l'État l'a dit et répété en disant que si il y a blocage, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre lui, et que le Parlement, après débat, considère que le moment n'est pas venu de réviser la Constitution, mais nous nous soumettons. Le problème ne se pose même pas. Mais je vous dis et je vous répète que le souhait, c'est d'aller vers la modernité, de corriger ces 3 éléments. Ces 3 éléments-là, dites-moi qu'il y en a un seul qui n'est pas valable. Et montrez-moi dans la Constitution, dans la nouvelle monture qui est partie au Parlement, qu'on a publiée pendant 1 mois, dites-nous que vraiment, que ça là, il y a problème. De toute façon, notre souhait, c'est d'aller vers le consensus, qui a été le processus engagé depuis la conférence nationale. Donc, il y aura, au niveau du Parlement, un moment où les communes, tout le monde, tous les Béninois auront à se prononcer. Et dans le pire des cas, si même le Parlement dit, voilà, moi, je suis d'accord pour la révision de la Constitution, et que nous n'avons pas les 4/5 des députés, nous irons au référendum. Donc, le peuple béninois va s'exprimer en disant, bon, voilà, ça là, nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas, bon, on retire. Et le chef de l'État aujourd'hui est prêt à demander à l'Assemblée d'arrêter, si ça devient un sujet qui divise. Parce qu'on prête des intentions au chef de l'État. C'est dommage qu'on puisse prêter des intentions et qu'on ne se fait pas confiance. Nous souhaiterions que vraiment le consensus revienne, que la paix revienne, parce que le développement a besoin de paix. Voilà. Le développement n'a pas besoin de bruit.
Voilà, donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci, monsieur le ministre. Que nous ayons la concorde dans notre pays et la paix. Je rappelle que nous avons reçu en studio monsieur Alain Marcel de Souza, ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective. On avait souhaité que cette émission soit un débat contradictoire avec un autre ancien ministre, monsieur Lazare Serruiton. Monsieur Lazare Serruiton n'a pas pu faire le déplacement puisqu'il est rentré tard cette nuit et donc il n'a pas eu réellement le temps de se préparer pour venir réellement faire ce débat avec nous. Ce n'est que partie remise. On aurait bien souhaité garder l'esprit de cette émission. L'esprit de cette émission, c'est bien sûr des débats contradictoires, permettre aux responsables de venir réellement s'expliquer, mais s'expliquer devant d'autres qui maîtrisent aussi les secteurs comme eux. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser cette ambition aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. On aura d'autres occasions. Monsieur Abalo, merci monsieur. Pour votre apport dans ce débat. Merci, monsieur le ministre. On va se retrouver certainement très bientôt. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. À très bientôt. À votre disposition. Merci, monsieur le ministre. La caravane du matin, Benjamin Akon, Tancla Mabalo, Guimeda Davito, Georges Ponu Siviston. Une équipe jeune et dynamique pour un réveil tonifiant. Dit, est-ce que les Béninois ont accepté la révision de la Constitution? Je sais que c'est faux. Si je le fais, c'est que je suis un mouton comme eux. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi. Tout le monde grince les dents maintenant. Mais notre pays n'avance pas. Si vous allez au Niger, vous serez étonnés. Vous allez au Burkina, c'est encore pire. Ce sont les pays enclavés qui n'ont pas de port, mais qui ont un seul aéroport. Comment se fait-il que ces gens-là, qui n'avaient pas de carte, que vous, vos parents, ont été les aider à se développer aujourd'hui, ils nous dépassent de très loin, parce qu'il n'y a pas de conscience ici. Est-ce que les Béninois ont déjà accepté la vision de la Constitution? Je crois que c'est faux. Nous qui vous parlons, nous connaissons bien la situation du Bénin. Parfaitement bien, il y en a qui pensent que c'est l'Assemblée nationale qui vont soutenir la révision de la Constitution. Je sais que c'est faux. Car en définitive, la limite d'âge de 70 ans, ce n'est pas la conférence qui l'a fait. C'est quelques cadres individuels qui devraient mettre le texte propre, qui l'ont ajouté. Mais dans l'euphorie, c'est comme ça. Effectivement, je ne sais pas si c'est la taille, si c'est le poids, ou c'est quoi. Tout ce qui se passe ici, je